Bonjour à toutes et à tous d'être là. Merci beaucoup d'être venus, si nombreux, parce que c'est une grande satisfaction de voir que malgré les rigueurs du temps et l'extrême tristesse qui est la nôtre, vous avez choisi de venir ici. Et ce qui me fait plaisir, c'est que vous ayez été nombreux à venir à la rencontre de ceux qui étaient venus à votre rencontre. Parce qu'ils sont venus ici. Et donc c'est ce lien entre les gens qui veulent se rencontrer qui a tenu et qui résiste et qui est là avec vous aujourd'hui. Donc c'est ça qui me fait plaisir dans votre présence cet après-midi. Et puis j'ai vu des gens venir avec des enfants ici, j'ai trouvé ça très bien. Que les gens viennent avec leurs enfants dans une manifestation de ce genre. C'était quelque chose de... Voilà, une porte qui s'ouvre. C'était bien de voir beaucoup de gens avec des enfants venir. Alors nous allons accueillir maintenant celui qui est un des plus grands acteurs français vivants du théâtre et du cinéma. Personne n'a oublié, pour ceux qui l'ont vu, ses interprétations, Cyrano de Bergerac, des grands rôles de Shakespeare, Richard III, Hamlet. Personne n'a oublié non plus au cinéma Toretton, dans le film de Tavernier, Capitaine Conan. C'était en 1996, il a obtenu, donc il y a presque 20 ans de ça, un César pour ce rôle absolument incroyable. Et il y a peu d'acteurs en France qui peuvent faire état d'une telle carrière, très très peu. D'autant que Toretton assume ses rôles avec fougue, détermination, même, comment dire, presque un peu de rage dans sa manière de jouer les rôles. Et à vrai dire, pour ceux qui l'ont vu, il a marqué certains rôles comme Gérard Philippe, il y a 50 ans, a marqué certains rôles aussi, notamment au théâtre. Et il a écrit l'an dernier, Toretton, un livre qui s'appelle Mémé, qui était le nom qu'il donnait à sa grand-mère, et qui est un livre absolument, comment dire, émouvant, poignant, un amour comme on en rêve, et écrit avec beaucoup de précaution, beaucoup d'attention, sans que chaque mot ait été mis à sa place après mûre réflexion. Et on comprend mieux quand il a écrit ce livre son attitude aujourd'hui. On sent dans la relation qu'il a vécue avec Mémé, sa grand-mère, on sent les explications, une partie des explications de sa conduite d'aujourd'hui. Et quand on évoque l'enfance à ce point-là, on voit que toute sa vie, finalement, a été marquée par des lignes qui ont été tracées par sa grand-mère et ses relations avec sa grand-mère. Donc c'est un livre extrêmement intéressant et passionnant. Et à vrai dire, il a connu un succès énorme parce qu'il est sorti l'an dernier. L'éditeur avait, je crois, publié 15 000 ou 20 000, avait imprimé 15 000 ou 20 000 et il fait 120 000 ou 130 000 exemplaires. Donc ça a été un succès considérable à l'étonnement de tout le monde. Mais comme toujours, dans les livres vrais, ça marche. Voilà, je vais le chercher. Merci beaucoup. J'ai bien fait de venir. C'est agréable d'entendre tout ça en coulisses. Mais c'est vrai. On a le droit de dire la vérité de temps en temps. Vous êtes d'accord, c'est autorisé. En tout cas, ça fait du bien. Bon, nous, on est vraiment contents que vous soyez là. Vraiment. Moi aussi. Quand j'ai su que vous aviez accepté de venir, ça m'a fait vraiment plaisir. D'abord parce que vous êtes quelqu'un de... Voilà, et puis ensuite, ce livre que vous avez écrit, c'est tellement puissant. Voilà. Que j'étais content qu'on puisse évoquer pendant quelques dizaines de minutes vous et ce livre, dont on sent qu'il vous était quasiment indispensable à écrire. On va commencer quand même un mot, parce qu'on vit une période particulière. Vous, nous, tout le monde ici. Une immense tristesse. Comment vous vivez les journées qui viennent d'être les nôtres? Vous, artistes. Moi, en tant qu'artiste, la réponse est simple, c'est que
il faut jouer partout, quoi qu'il arrive. J'ai en tête, par exemple, ce qui s'est passé à Leningrad, pendant le siège de Leningrad. Les gens mouraient de faim, ceux qui n'ont pas pu s'échapper, il y en avait pratiquement la totalité de la ville avait été obligée de rester. Et jusqu'au bout du bout, l'orchestre de la radio de Leningrad a joué, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de musiciens. Il faut avoir ces exemples-là en tête. Je ne comparerai pas les deux époques, loin de là, mais je compare les attitudes. Voilà. Nous devons vivre, nous devons rien changer. Si, on doit changer des choses, plein de choses. Mais si on doit avoir une première réponse, c'est peut-être celle de sortir encore plus, d'aller encore plus au théâtre, d'aller encore plus. Là, on y allait une fois, on y va 2 fois. Là, on prenait un petit verre en terrasse de temps en temps, et ben on y va un petit peu plus souvent, etc. Je comprends qu'il y ait des fermetures occasionnelles suivant des problèmes de sécurité qui ne m'appartiennent pas, je n'ai pas toutes les clés en main pour ça. Mais en tout cas, les artistes et nous autres spectateurs, parce qu'un artiste est aussi un spectateur potentiel, on doit jouer vraiment au nom de plus grandes souffrances avant nous. C'est pour ça que cette thématique Mémé m'intéresse. Voilà, Mémé a connu de plus grandes souffrances que nous, beaucoup plus grandes. Et donc on lui doit ça, c'est ça? Oui, je crois. Je crois qu'elle ne comprendrait pas, Mémé, qu'on s'arrête, qu'on arrête de jouer, qu'on ferme des lieux, qu'on se replie sur soi, qu'on ait peur, quand il y a eu de plus grandes peurs, beaucoup plus grandes. Et quel que soit l'effroi dans lequel ça nous jette, et je suis comme tout le monde. Voilà, moi, avant de savoir si mon grand-fils était chez lui, parce que je ne vis pas avec lui, j'ai eu des minutes d'angoisse terrible, parce que c'est un garçon de 18 ans qui sort, qui habite dans Paris, pas si loin que ça de là où ça s'est passé. Bon, ben voilà, quand on pose la question à sa sœur, qu'on a au téléphone, « Où est ton frère ?», je redoutais la réponse « On n'a pas de nouvelles ». Bon, heureusement, elle a dit, il est chez un copain dans le 18e. Puis après, vous apprenez que le 18e était aussi une cible potentielle. Et donc, voilà, donc on est dans l'effroi. Moi, je m'entends encore dire à mes enfants, essayez autant de faire que se peut, si vous avez le choix entre le métro et le Vélib, prenez le Vélib. Voilà, et presque à s'excuser de vivre, de vous offrir ce monde-là. Et donc c'est déroutant. Vous avez Mais là où ça nous appartient, c'est peut-être ça. Voilà. Après, il y a des réponses politiques qui ne m'appartiennent pas, des réponses sécuritaires qui ne m'appartiennent pas, des réponses militaires qui ne m'appartiennent pas. Et ce qui nous appartient, c'est peut-être cette réaction de vie. Voilà. C'est-à-dire que on va vivre au nom de ceux qui ont vécu des souffrances plus grandes. Et parce que je faisais ce parallèle-là l'autre jour. Pourquoi on a envoyé des soldats au Mali, par exemple? C'est pour que les Maliens puissent écouter la musique qu'ils veulent, pour vivre comme ils le veulent, entre autres. Et qu'ils ne soient pas sous une chape de plomb obscurantiste qui interdit la musique, qui interdit le spectacle, qui interdit le tambour, qui interdit les danses. Alors si nous, subissant ce qu'on a subi, on se racrapote sur nous-mêmes et on sort moins et on vit moins, c'est on termine le travail des terroristes, au bout du compte. Je crois qu'il faut... Moi, je jouais dimanche dernier. Je terminais justement la tournée d'un spectacle sur des textes d'Alain Leprest, un poète disparu il y a 4 ans. Et non, c'était mardi. Et heureusement, la mairie de la ville où on jouait n'a pas annulé le spectacle. Et on a joué, et c'était plein. Et je crois qu'il y avait une certaine émotion dans la salle qui était due aussi au fait que le théâtre soit plein et que personne n'ait annulé, ni la mairie, ni les artistes. Et puis... Ni les spectateurs. Voilà. Un mot sur les enfants, parce que thème de l'enfance, est-ce que vous avez 2 jeunes enfants? 2 grands et 2 jeunes. Oui. 2 grands, 2 jeunes. Les 2 jeunes, comment ils ont vécu ça? Ça a été... C'est difficile. Vous leur avez parlé? Oui, un peu. Ils ont parlé aussi à l'école.
Je crois qu'ils les ont fait parler, dessiner, écrire. Et puis, mais nous, à la maison, on est... voilà, tout circule. Les choses les plus dramatiques comme les plus frivoles. Et puis, je crois qu'un enfant a le droit d'avoir accès à tout. Après, c'est à nous de mettre les filtres qu'il faut, les mots qu'il faut pour le dire. Mais il n'y a rien de pire que l'écartement, de se dire, bon, c'est pas pour toi, ou non, tu comprendras plus tard. Il y a des mots à trouver. Ma fille est abonnée, par exemple, je vais faire un peu de publicité, mais à un petit journal qui s'appelle Mon Quotidien, et ils en parlent. Ils en parlent. Et donc, après, c'est une question de mots. C'est jusqu'où on va, jusqu'on dit, et ce qu'on montre, peut-être en termes d'image aussi. Mais sinon, il faut parler parce que les enfants captent tout de toute façon. Et tout à l'heure, je le disais pendant le débat, mais mes deux petits-enfants qui ont donc 7 ans et 4 ans n'ont pas de pistolet, n'ont pas de fusil qui tire des fléchettes ou des choses comme ça. Et puis dimanche dernier, on dînait avec mes parents, on déjeunait plutôt, et ils sont venus en rampant avec 2 bouts de bois. Ils nous ont regardés, ils ont fait papa, comme ça. Bon, faut pas chercher très loin pour savoir d'où ça venait. C'est forcément une façon pour eux de dire on a vu quelques images, on vous a entendu parler, et qu'est-ce qui se passe réellement ? Et voilà, je crois qu'un enfant est un adulte comme un autre, et réciproquement, je crois. D'autant que vous connaissez le Bataclan, c'est une salle que vous connaissez, on vous avait entendu, je me souviens, en février, d'une élection présidentielle, prononcer oui, c'est un discours, la seule fois où vous l'avez fait de votre vie. Ouais. Vous avez pris la parole au Bataclan, c'était justement dans cette salle. C'était loin, c'était en 2007. 2007, février 2007. Et non, mais... Non, en plus, c'était une salle que vous connaissiez, c'est ça que je veux dire. Oui, enfin, de cette seule fois-là. Et j'y suis jamais allé avant ni après. Mais bon, voilà, il y a une sorte de loterie comme ça, terrible. Après, bon, de toute façon, le but du jeu était de faire le plus grand nombre de morts possible. Alors après, est-ce que c'est une cible tout à fait par hasard ? Certains articles prouvent que non, semblent dire que non. Mais c'était d'assassiner le plus de gens possible, de la manière la plus effroyable possible, pour nous traumatiser et nous faire qu'on se replie sur soi et qu'on se remette à parler frontières et suspicions. Et voilà, les bagarres entre nous. Exactement, oui. Alors, vous avez signé ce livre, Mémé, un livre d'amour, un livre d'hommage à votre grand-mère qui était humble, pauvre, modeste, solitaire. Mais alors vous dites, bon, elle n'a jamais lâché le fil du labeur et les gestes du quotidien. Et c'est ça, c'était un pari quand même que d'écrire un livre sur quelqu'un qui n'a pas eu d'action d'éclat, etc., mais dont le mérite, la valeur a été de faire que le quotidien succède au quotidien toute sa vie, sans jamais lâcher une seconde ce qu'elle considérait de son devoir. Et j'ai trouvé ça, c'est un peu risqué aussi, hein, d'écrire peut-être sur quelqu'un sur lequel on n'a pas d'aspérité à écrire, mais juste raconter ce qu'est le quotidien et qui ne se fatigue pas de son quotidien. C'est peut-être ça qui vous a d'ailleurs inspiré plus que tout le reste. Moi, c'est elle qui m'a inspiré. C'est le chagrin, le manque et l'envie de lui dire tout ça qui me taraudait juste après son inhumation. Et puis... mais j'ai envie de dire, oui, ça peut être risqué si on a envie de faire un livre. Moi, je ne savais même pas que ce serait un livre, en fait. Donc, j'ai commencé à écrire ce livre. La cérémonie d'inhumation a eu lieu en 2005 et le livre est sorti l'année dernière. Donc, vous voyez le temps que ça a mis. Et ça prouve bien que c'était pas... Voilà, c'était pas pour publication, en fait. J'écrivais, voilà. Et puis de temps en temps, je montrais ça, et puis je montrais 10 pages, 20 pages, puis je m'arrêtais 6 mois, 1 an, et puis en fonction des retours que j'avais, s'ils étaient positifs, ça m'encourageait pour continuer. Si les gens se disaient, oui, mais pourquoi, dans quel but tu fais ça, j'étais incapable de répondre. Et je me souviens, un ancien agent artistique que j'avais me disait, mais c'est bien, c'est joliment écrit, mais tu veux en faire quoi ? Je ne sais pas, je te montre ça et puis on verra après. Je ne sais pas. Est-ce que ça te plaît ?
Est-ce que ça te touche? Elle me dit, ah bah oui, mais elle me disait, ouais, il n'y a peut-être pas matière à faire un roman, c'est pas un roman, on sait pas trop ce que c'est, et tout ça. Bon, alors ça m'a découragé. Et puis voilà, et puis après ça revient, l'envie de réécrire. Donc voilà, c'est une envie d'écrire, dans l'absolu. Ça a duré 7 ans. Voilà, 7-8 ans. Si on fait les comptes, oui, ça doit être ça. Et puis dans les tout derniers temps, je me suis dit, je vais retrouver la personne qui m'avait fait confiance la première fois, qui s'appelle Jean-Claude Guilbeault, et pour mon premier livre, comme si c'était moi. Il est connu ici, parce que c'est un journaliste éminent de Sud-Ouest. Oui, et une personne de grande qualité, je trouve. Ah, absolument. Ouais. Vraiment, une grande élévation. Ouais. Et spirituelle. Et j'avais 60-70 pages, et je lui ai dit, voilà, j'aimerais avoir ton avis sur ces pages-là. Et puis, il a été très ému, bouleversé. Il m'a dit, mais c'est formidable. Alors, il me dit, je travaille plus dans la même maison d'édition. Si tu m'autorises, je leur fais passer, tout ça. Et puis, la semaine suivante, moi, je me souviens, je jouais à Lyon. On jouait Cyrano de Bergerac à Lyon, au Théâtre des Célestins. Et puis, l'éditrice est venue avec lui. Et puis ils étaient emballés. Et puis, du coup, je ne sais pas combien de pages fait le livre, mais 140. 140. Et j'ai écrit 70 pages après en 2 mois. 7 ans pour 120 pages et 2 mois. Et comme quoi, au bout d'un moment, j'avais quand même besoin que quelqu'un dans l'édition me dise vas-y, quoi, continue. Mais jusque-là, non, j'avais pas ressenti ce besoin. Et alors, c'était doublement difficile, c'est que, alors on aurait pu imaginer, moi quand j'ai ouvert le livre la première fois, parce que je l'ai lu avant de le relire, je l'avais lu l'an dernier quand il est sorti, et je me disais, il va y avoir des conversations avec sa grand-mère. Il y aura dans le livre des échanges avec sa grand-mère. Quasiment pas d'échanges. Toute cette histoire, et alors c'est ça que je l'ai trouvé, ça c'est encore plus difficile, de rendre par écrit des choses qui n'ont pas été dites. C'est-à-dire que c'était son silence, dont vous dites d'ailleurs qu'il était plus important que ses paroles. Son silence vous a permis d'écrire un livre. J'ai trouvé ça formidable, cette espèce de transmission silencieuse qu'il y a eu entre vous pendant des années et des années. Oui, puis pas qu'entre elle et moi, entre elle et tout le monde. Et tous les autres. Parce que moi, j'ai eu la chance de choisir un métier d'expression. Mais ce livre, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois et je le maintiens, tous mes cousins, cousines, oncles et tantes auraient pu l'écrire s'ils avaient choisi un autre métier. Moi, j'ai choisi un métier d'expression. Donc, je passe ma vie à exprimer des choses à travers des artistes qui ont écrit, des poètes, des dramaturges. Et ce contact-là m'a poussé à écrire aussi, à avoir envie d'écrire. Et je me suis senti autorisé par... c'est pour ça qu'il faut mettre vraiment les enfants en contact avec ça, parce que c'est ce qui nous manque le plus, c'est quelqu'un qui vous met la main sur l'épaule, qui vous dit « Vas-y, fais pareil, fais comme moi, vas-y ». Et tu verras bien si c'est bien ou pas. Le but de jeu, c'est pas de savoir si c'est bien ou pas, c'est de le faire. C'est ça l'entrée en scène. C'est de le faire, c'est de dire ce qui nous arrive, de décrire. La preuve, c'est que là, on a demandé le lundi qui suivait les attentats aux enfants dans les écoles, on a demandé aux enseignants de allez-y, demandez-leur de parler, d'écrire, de dessiner, c'est quoi? C'est la culture. Voilà. On leur a demandé de faire de raconter. Et moi, ce que je fais en scène, tout le temps, je raconte. Je me raconte grâce à Rostand, je me raconte grâce à Molière, je me raconte grâce à Shakespeare. Et je nous raconte. Et vous venez pour vous entendre vous raconter des choses. Et c'est ça. Et c'est fondamentalement ça. C'est pour ça que la culture n'est pas quelque chose de luxueux. C'est intrinsèque à nous. Mais vraiment. C'est notre vie. Depuis l'aube de l'humanité, on a parlé, exprimé, peint sur les murs, les parois des grottes. Pourquoi? On avait autre chose à faire à cette époque-là. Il y avait des tigres aux dents de sabre qui nous guettaient. Pour loger dans une grotte, il fallait expulser un ours, un grizzly de 3 mètres de haut. C'était pas rien, c'est autre chose qu'un propriétaire teigneux. C'est compliqué, la vie était compliquée. C'était très mal isolé, les grottes. On avait froid, on avait trop chaud. Comme aujourd'hui, on était embêté on brûlait, puis on était embêté avec nos déchets. Bon, là, c'était pas des déchets radioactifs, c'était du charbon de bois, mais on en est réduit à la même chose. On n'a pas évolué depuis
depuis. On continue à prélever, brûler et être emmerdé avec les cendres. Mais c'est bon. Tout ça pour dire que la vie était très rude. Et pourtant, on a exprimé le besoin de parler et de dessiner un ours, un mammouth, un tigre, un truc. Une chasse. Une chasse. Et on avait même compris à l'époque, ce qu'on remet en cause aujourd'hui, c'est que celui qui écrit, celui qui peint, celui qui prépare les pigments, celui qui raconte des histoires, il n'a pas le temps d'aller chasser. Eh bien, on va chasser pour lui. L'intermittence existait au Néandertal. Et ça, on en a la preuve scientifique. Le plus vieux métier du monde. Ça s'est révélé. On en a la preuve que celui qui s'y connaissait en pigments, qui broyait des petites araignées rouges pour faire le rouge, qui prenait du charbon de bois, qui pilait ça avec une petite pierre précieuse qu'il arrivait à réduire en poudre, et ben, quand on fait tous ces essais-là, ça vous prend la journée. Et il n'y avait pas l'électricité, il ne pouvait pas continuer la nuit. Donc il fallait que ça se passe. Eh bien, c'est du temps qui ne passe pas à aller cueillir des baies dans les buissons et à chasser le mammouth avec ses potes. Donc, on chassait pour lui. Et voilà. Et ça, on a du mal à le comprendre maintenant. Alors, quand on me dit qu'on est en progrès, parfois je me dis, zut, quand même. C'est pas tout le temps, pas toujours, en tout cas. Et pourquoi je disais ça? Parce que, voilà, l'expression de soi. La culture, c'est pas luxueux, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on a du temps. Ou réservé à quelques-uns. Ou réservé à quelques-uns. C'est fondamental, c'est intrinsèque au devenir de l'humanité, à un besoin total, primaire, autant que manger, boire, respirer. J'entendais, il y a quelque temps, et je crois que ça remonte à des travaux qui ont été faits depuis. On avait remarqué ça par rapport aux orphelinats en Roumanie. Vous vous souvenez, quand on a découvert ces orphelinats, ces mouroirs d'enfants terribles en 89. Eh bien, il est prouvé maintenant qu'un enfant, un nouveau-né, vous le prenez, vous le nettoyez, vous lui donnez à manger, simplement, vous ne lui parlez pas. Aucune caresse, aucun contact. Mais vous faites tout ce qu'il faut. La bonne température, vous changez les couches, vous le nourrissez, vous lui donnez à manger en proportion à chaque fois qu'il a faim, cet enfant meurt ou a des séquelles tellement graves qu'il restera handicapé toute sa vie, simplement parce qu'il n'y aura pas de contact, il n'y aura pas de caresse, il n'y aura pas une voix qui lui parle, qui lui dit comment ça va, même s'il répond blablabla, mais il n'aura pas ce début de dialogue-là. On meurt de ça. Ce qui veut dire quoi? On meurt d'un manque de culture. On peut en mourir. C'est pas léger. C'est pas la culture. C'est pas du divertissement. C'est tout sauf du divertissement. Il se trouve qu'on peut se divertir grâce à la culture, mais c'est pas l'ordre de mission de la culture. Et c'est ça qu'il faut qu'on se rende compte fondamentalement. Et c'est pour ça que quand on est capable de parler du vivre ensemble et de pas parler culture, moi mais j'ai l'impression que l'humanité fait un pas en arrière épouvantable. C'est que, là encore, je vais répéter, pardon pour ceux qui étaient là tout à l'heure, mais le vivre ensemble égale culture, ça je ne sais pas si c'est que la culture, c'est plein d'autres choses le vivre ensemble. Mais on ne peut pas exclure la culture du vivre ensemble. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est intrinsèque. La culture, c'est s'interroger nous-mêmes, c'est interroger l'autre qui vient d'ailleurs, qui parle une autre langue, qui n'a pas la même façon de chanter, pas la même façon d'utiliser un instrument percussif ou un soufflant. C'est se dire, tiens, ça ne sonne pas pareil, mais ça m'intéresse. Tiens, il n'écrit pas pareil, mais ça m'intéresse. C'est ce qu'on a fait depuis l'aube de l'humanité. Et là, il faudrait que ce soit quelque chose qui, quand les comptes de l'État seront un peu remis en ordre, on pourra s'occuper de culture. Non, je suis désolé. C'est aussi vital, bien sûr. Alors, votre grand-mère, je reviens à ça parce que on ne change pas de sujet. Vous la définissez, à un moment, jeune, on t'a donné le nécessaire, adulte, tu n'avais donné que l'utile, tu ne n'avais donné que l'utile, et à la fin de ta vie, il ne te restait que l'indispensable. Et dans tout le livre, on sent que cette femme a déterminé des lignes de vie chez vous. C'est-à-dire que son attitude, la manière dont elle a vécu, l'humilité peut-être forcée qui a été la sienne, l'acceptation de bonne grâce de tout ça, ça vous a probablement construit chez vous une idée du monde et de ce que devait être votre vie. Un peu. Ah oui, totalement.
ouais, totalement. Enfin, ça, je vais pas zapper mes parents parce qu'ils sont aussi pour quelque chose, et je peux répondre d'autant plus aisément que c'est la même chose, comme je le disais, pour mes cousins, cousines Toute la famille. bien sûr, parce que vous avez quelqu'un qui ne parle pas, qui est là tout le temps. Nous, on est dans une époque mobile, on part en vacances, on part en week-end. Parfois, je dois supplier mes parents pour qu'ils aient un petit peu... Si on peut mettre les enfants 15 jours, ça nous arrange. Enfin, pas 15 jours d'ailleurs, mais juste un week-end. Ils sont, ah bah non, ce week-end prochain, on est parti, là, on va voir nos amis, etc. Ouais. Mais ma grand-mère, non. Et toutes nos mémés, non. Ce sont des gens qui restaient. Oui, parce que là, tout le monde était un peu comme ça. Comme ça, par nécessité, parce qu'elle n'avait pas non plus pas de moyens. Elle aurait pu imaginer partir, mais pour aller voir qui? Donc on reste là, et je savais que, et ça c'est important, savoir que quelle que soit votre vie, quels que soient les événements qui vous arrivent, vous pouvez faire quelques kilomètres, frapper à sa porte, elle vous ouvrira, il y aura un coup de café, et il y aura quelque chose à manger dans l'assiette, un bout de lard ou quelque chose le soir, et vous pourrez dormir là, et elle ne vous posera pas de questions. Et sa présence. Et cette présence silencieuse, absolument pas jugeante, et donc c'est fascinant des êtres comme ça, parce que plus vous grandissez, plus vous apercevez, vous êtes à même de comprendre la guerre, la résistance, son père tué par les Allemands, 15 jours après, son petit frère. Son frère est mort en 44. Le 6 juin 44, oui, en Normandie. Et son père, 15 jours après, pendant 15 jours, il n'a pas parlé, et puis en changeant les bœufs d'herbage, il croisait des Allemands, évidemment passablement irrités par le débarquement qui commençait. Et il les a insultés, et puis il a été mitraillé. Voilà. Et l'ami qui était à côté de lui lui a dit « cache-toi », et puis lui, il n'a pas voulu se cacher, et il les a insultés. Il leur a dit ce qu'il pensait du Troisième Reich, et il a été exécuté dans le fossé, comme ça. Et donc, ma grand-mère, en 15 jours, elle a perdu son petit frère et son père. Et son père. Et puis, mais tout ça, vous l'apprenez par votre mère, par des gens qui parlent... Jamais par elle. Jamais. Jamais. Et c'est pour ça que tout d'un coup, des choses vous arrivent. Ce que je dis à un moment donné, un dimanche après-midi, une partie de Scrabble, et puis elle dit « Ah, moi, je fais souvent ce rêve que je ne vais pas assez fleurir la tombe de Bernard, son petit frère. » Et c'est tout. Il n'y avait pas de mots avant, il n'y avait pas de mots après. Pas de question. Non. Et bon, je savais que Bernard, c'était le nom de son petit frère, bien sûr. Et voilà, se dire que presque toutes les nuits, elle se reproche de ne pas assez fleurir sa tombe. Et ce qui prouve bien qu'on en est tous là, c'est qu'on a envie que des choses sortent de nous, on a envie de parler, on profite de tout ce qu'on peut, mais quand on n'est pas habitué à parler, quand on ne vous a pas demandé votre avis, quand vous aimiez quelqu'un, mais on vous a dit non, tu prendras Lucien parce qu'il a du bien, il devait avoir 2 bœufs et quelques hectares, mais elle en aimait un autre. Et on ne lui a pas demandé son avis. Elle a pas voulu être fermière. Elle aurait bien aimé faire des études. Avez dit, oui, un jour, elle me dit ça. Hein. Elle a dit « Ah, j'aurais bien aimé faire de la musique. » Et elle me dit « Moi, mon instrument, c'était l'harmonica. » Mais on dit « Mais c'est à pleurer, je trouve, de ces destins comme ça qui sont... par la nécessité, par l'époque, par le manque d'argent, par l'atavisme familial, comme ça, qui sont embarqués dans quelque chose. Et c'est... mais c'est jamais dit. Donc c'est d'autant plus fort quand vous le découvrez, quand vous le supputez, quand vous dites... Vous imaginez, vous imaginez. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, c'est plus riche que quand vous l'entendez. C'est comme au théâtre, il n'y a rien de plus émouvant que d'imaginer ce que doit penser le personnage quand il entend ça. Parce qu'on ne vient pas forcément voir des larmes, ou voir quelqu'un qui s'éponge, qui s'épanche, et qui s'éponge d'ailleurs, s'épancher, ça fait suer. Et hop. Mais on vient voir la retenue. Ce qui est beau, c'est la retenue, et quand on suppose quel drame ça doit être dans sa tête quand il apprend ça, ou quand on... Voilà. Et ben là, c'est pareil. C'est qu'elle se taisait, on ne lui a pas dit qu'elle pouvait parler, on ne lui a jamais dit ça. Mais elle a toujours fait. Pour moi, c'est l'incarnation de ce que disait Cocteau, je crois. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Mémé, c'était une preuve d'amour toute sa vie, à vos souhaits. Et c'était
C'était ça tout le temps. C'était je vais travailler durement parce que je veux que mes 3 filles puissent passer le bac et choisir leur métier. Pas comme Ça moi. prouve bien qu'elle a... Comment? Pas comme elle-même. Voilà. Elle voulait exactement. pour ses enfants une autre destinée. Une autre destinée, oui. Un choix. Quitte à vraiment mordre sa chic sur plein de choses, parce que ça veut dire se séparer d'un premier mari qui était alcoolique et qui aurait aspiré toute la famille vers le bas, comme ça. Donc ça veut dire divorcer dans les années 50 en Normandie. Ça veut dire qu'elle avait une mauvaise réputation. Ça veut dire que la ferme, en attendant qu'un notaire dise à qui appartient quoi, ça veut dire qu'on n'a pas de bien. Ça veut dire qu'il faut habiter un petit appartement dans la ville à côté, travailler en usine. Mais on fait quoi de ces 3 filles? Les enfants. Donc ça veut dire qu'on place ses filles. Et donc c'est tout ça. Et ça, elle ne le dit pas. Vous le découvrez au fur et à mesure que vous grandissez et que vous essayez de savoir un peu d'où vous venez, quelle est votre famille et pourquoi et comment et tout ça. Donc c'est bouleversant. Je peux vous demander de lire quelques lignes. Vous définissez ce que vous lui devez. Ah. Donc c'est de là jusqu'à comparer. Mais je connais grâce à toi la vie qui pousse derrière les étables, cette vie d'herbe longue comme la pluie, cette vie acide et moite. Je connais l'endroit exact où poussent les secrets, où se complotent le plus tard avec les cousines. Je connais la vie des bassins pleins de lentilles d'eau et de notonectes, le dithyque et de larves de libellules, la vie des talus tout en frêne et en sureau sucré, les flaques de plantain et de pissenlit bons pour les lapins, les murs de ronces à murs, les guêpes et les tangs qui nous empoulaient les jambes derrière les tables, là où se distillait mon huile essentielle de Normandie. Plus tard, en lisant Shakespeare et Rimbaud, en écoutant Mozart, j'avais le cartable rempli, j'avais de quoi comparer. C'est ça qui est incroyable. Hein. Ouais. C'est que quand vous avez lu les grands textes, vous aviez le cartable plein, c'est-à-dire qu'une éducation, un rapport silencieux, ça vous permet d'accéder aux grands textes. C'est ça que j'ai trouvé. J'y ai vu un lien. Après, chacun fait son propre lien. Mais quand vous entendez Hamlet dire « Je suis fou par vent de nord-nord-ouest, mais quand le vent est au sud, je sais distinguer le moineau de l'épervier. » J'adore cette phrase. Et l'épervier, je l'ai vu chez Mémé. Le moineau, je l'ai vu. Tout d'un coup, vous vous apercevez que Shakespeare, cet immense auteur, l'auteur le plus connu du monde, a des références qui vous appartiennent. Je pourrais être enfermé dans une coquille de noix et me tenir maître d'un espace infini. Une coquille de noix. Et j'aime bien ça. J'aime bien qu'on soit capable de parler de ce qui nous... De ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut manger, de ce qu'on peut voir, appréhender, cueillir, et en faire un principe philosophique, et s'appuyer dessus pour montrer. C'est ça que j'adore, et que j'adorerais toute ma vie chez Shakespeare. Eh bien, quand vous passez du temps, effectivement, derrière les étables, le sureau, vous l'entendez chez Shakespeare, il en parle. Quand vous lisez Rimbaud, La tête dans les glaïeuls, les glaïeuls, vous savez ce que c'est, vous les avez vus, vous les avez attrapés, vous avez déterré les bulbes, etc. Vous connaissez ça. Toute cette poésie proche de nous, odorante, absolument pas éthérée, comme ça, qui a les 2 pieds dans le sol, ça vous parle, forcément ça vous parle. Et donc, il peut y avoir plusieurs approches. On peut, grâce aux études, tout d'un coup, ressentir plein de choses. Il y a une autre manière d'approcher. Mais on peut aussi s'ennuyer à la campagne, parce qu'on s'y ennuie à la campagne. C'est long, il pleut souvent en Normandie, je ne vais pas vous apprendre ça. Et vous passez du temps comme ça, sous le toit d'une chartrerie, à attendre que la pluie cesse un peu, et vous ressentez, vous laissez votre imaginaire comme ça gambader, vous rêvez, même si à l'instant où ça se passe, vous aimeriez être plutôt à Rouen, dans la ville, avec vos copains, à faire un foot, mais là, bon, voilà, notre atavisme familial faisait que tous nos week-ends, toutes nos vacances, c'était chez Mémé. Eh ben, il m'en reste quelque chose, il me reste ça. Et ces odeurs-là, ce temps passé, comme je dis, le front collé contre les vitres, à s'ennuyer un peu, puis à rêver, et puis on imagine le plus tard. C'est pour ça que je parle de ça, du plus tard avec les cousines, que ce soit d'ordre sexuel ou autre. Enfin bref, on répète pour le jour où.
Et moi, quand je tenais mon épée d'Henri V dans la cour d'honneur, eh ben, c'était le même petit garçon qui avait une épée en noisier derrière l'étal. C'est pareil, c'est exactement pareil. Et c'est cette même fougue-là. Et c'est aussi important, ça, pour moi, que si j'avais étudié Shakespeare et fait une thèse de fin de cycle sur Shakespeare. Et c'est aussi essentiel, cette compréhension par les poils, par la main, par la pulpe des doigts, le corps, c'est important, c'est important, d'être capable de s'arrêter sur quelque chose, de trouver quelque chose de beau, même sans savoir pourquoi. Aux saisons, au château, quelle âme est sans défaut. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle, ça me plaît, et ça me plaira toute ma vie. Il y a des choses comme ça que vous entendez, que vous lisez, ouais. et ça... ça fait lever la tête. Les sons... c'est pour ça qu'il faut il faut vraiment... on ne doit pas dire par où il faut passer pour comprendre tel auteur, mais on doit mettre en contact avec l'auteur, et débrouille-toi avec. Et chacun y voit quelque chose. Il y a forcément quelque chose une perche à saisir, quelque part. C'est chez elle que vous avez acquis la manière de jouer Cyrano, je veux dire par là, Cyrano et plus largement vos combats verbaux et écrits de temps en temps contre les gens qui sont favorisés, j'allais dire, ou qui trichent un peu avec les lois pour... C'est-à-dire, c'est chez elle que vous avez acquis cette colère. Parce que c'est vrai, ça fait une partie importante de votre personnalité. Jérôme Garcin a fait une critique de Mémé en finissant en disant ça, en disant quand on lit Mémé, on comprend mieux ses emportements, etc., etc. Non, ça m'a touché d'être pris par cet angle-là. Et forcément, ça doit avoir un lien. Quand vous... Avec Mémé, il y a quand même vous êtes en contact avec une France très humble, laborieuse, qui essaye de s'en sortir, qui doit compter beaucoup sur elle-même, où la solidarité entre en ligne de compte. Mémé, n'importe qui pouvait venir. Même le facteur, il avait son steak frites le mercredi midi, quand il venait, avec de l'échalote et du persil et du beurre salé dessus. Qui fait à manger à son facteur maintenant ? C'était très courant à l'époque. Moi, je me souviens, ça se faisait chez moi. Un verre de vin, chez nous, c'était plutôt verre de vin. Mais et voilà, c'est cette façon-là. Il venait à vélo à l'époque. Hein. Il était fatigué, tout ça. Lui, non, il avait déjà une camionnette 4L jaune. Mais ça m'avait frappé. Je voyais toujours le képi là, posé sur le gros sac de cuir qui était là. Et puis, et voilà. Mais quand vous voyez ça, vous avez des discussions le dimanche sur les plans de licenciement chez Renault, chez machin, chez truc, et vous avez tous les oncles et les cousins qui travaillent déjà, qui sont un peu inquiets, qui vous disent oh, ils vont me faire passer en nuit, et puis on va faire les 3-8, les trucs comme ça. Vous entendez ça, vous entendez cette vie laborieuse là, difficile, qui est pas aisée. Donc oui, forcément, on est plus tard le bain dans lequel soit on réagit contre et puis on fait comme si ça n'existait pas, soit on se dit je viens de là et forcément il y a quelques idées qui doivent leur origine sûrement là. La source est là. Mais il y a comme je disais tout à l'heure, et pardon encore pour ceux qui étaient là, mais il y a on est dans un monde très injuste. Enfin, je vais pas vous l'apprendre, mais quand et je vous assure que c'est pas de la politique politicienne ce que je m'apprête à vous dire, mais quand on sait l'ampleur de l'évasion fiscale dans ce pays, et pas seulement ce pays, mais il y en a d'autres, l'ampleur du manque à gagner que représente même l'optimisation fiscale, ce qui est la vitrine légale de l'exil fiscal, pour moi. Et il y a un journaliste qui écrit dans La Croix, c'est pas particulièrement l'extrême gauche, hein, et qui s'appelle Antoine Payon, le frère de Vincent, qui a estimé que c'était à peu près 590 millions par an qui échappaient. Milliards. Oui, milliards, oui, bien sûr. Oui, sûr. Ah non, c'est sûr. 580 millions, pardon, c'est peu de choses. Pour Mémé, c'est beaucoup, mais... 590 milliards. Il faut que je vienne ici à Pau pour entendre les vrais chiffres. Oui, vous avez sûrement raison. Oui. Je vous le confirme. Ouais. Et donc,
Et vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec 590 milliards par an, hein, qui tomberaient, qui seraient là dans notre... ce que ça suppose en service public, ce que ça suppose en personnel policier. En ce moment, on en parle beaucoup, militaire, on en parle beaucoup, en association, qui travaillent dans les quartiers, en personnel médical, en personnel pour aider les personnes âgées, dans les soins à domicile, dans les soins parfois dans des centres, en infirmière. C'est énorme, c'est juste énorme. Alors, moi, je veux bien qu'on puisse s'amuser sur l'exil fiscal de quelqu'un, etc. Et on dire, oh, bah oui, il est comme ça, et puis c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Oui, c'est vrai, mais c'est symbolique. Surtout quand on est une personnalité connue. C'est symbolique. Et on crève de ça. On crève. Dans plein de villes crèvent. Là, on fait des réformes sur le temps scolaire. Mais des milliers de maires disent « Je suis d'accord pour cette réforme, mais je la finance comment ? Pas d'argent. Ouais. Avec quoi ? Je fais intervenir qui dans les écoles ? Je fais venir qui ? Quel artiste viendra, digne de ce nom, viendra parler avec les mômes, faire des activités de cinéma, de théâtre, de danse, de cirque, tout ce qu'on veut, si je ne peux pas le payer ? Enfin, je veux dire, on ne peut pas non plus demander à tout le monde d'être gratuit tout le temps, constamment. Donc, à un moment donné, ça rentre en ligne de compte, ça. Alors... J'entendais, pardon, mais je termine cette longue parenthèse, mais hier soir, il y avait quelqu'un qui s'exprimait dans Cette nuit ou jamais, qui parle de Facebook, qui a cru bon de mettre ce petit drapeau français, donc tout le monde maintenant, c'est drapeau français, bleu, blanc, rouge, ah là là, on est triste et tout, et c'est vrai qu'on est triste, et c'est vrai qu'on est... Facebook, 300 000 euros d'impôts, et là je suis sûr du chiffre, 300 000 euros d'impôts en France, vous vous rendez compte ? Donc on s'associe à l'émotion nationale, cette firme américaine s'associe donc, et sûrement une partie sincèrement d'ailleurs. Mais elle ne paye pas. Mais elle ne paye pas. Elle ne paye pas ses impôts. Voilà. Et donc, et ça, c'est de l'argent qui nous manque. Vous avez raison d'applaudir parce que vous avez été critiqué à l'époque pour avoir poussé ce coup de gueule-là. Oui, mais c'est voilà, j'ai été critiqué. Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai été critiqué non pas sur ce que je disais, parce que moi, je suis ouvert au débat. Si quelqu'un vient et me dit, bah, écoutez, les impôts, c'est ringard, il faut arrêter avec ça, on en discute. Voilà, on en discute. Moi, je veux bien. Mais j'ai été critiqué. Ce qui me paraît plus grave sur le fait, mais qui tu es, toi, pour parler ? C'est-à-dire que dans un pays qui a fait la révolution, qui a écrit les droits de l'homme, etc., nul ne est inquiété pour ses opinions religieuses, etc. Et on me dit, qui es-tu ? D'où tu viens ? Cela dit... Et on me parle de filmographie. Oui. Mais pardon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais... Non, mais si parce que c'est un signe des temps. Vous aviez beaucoup... parmi ceux qui vous accusaient, beaucoup n'avaient pas fait ce que vous avez fait. Donc l'affaire est réglée de ce point de vue. Mais moi, je m'en fous. Je ne fais pas une compète de film et de carrière à carrière. Ceux qui vous adressaient ça n'étaient pas tous habilités, peut-être, à vous faire des reproches sur le terrain. Dans une démocratie, voilà, dans une république, tout citoyen a le droit de s'exprimer en fonction de qui il est. Et s'il ne trouve pas un journal, il en crée un, il s'associe, il se syndique, il fait... On peut écrire moi j'ai un blog aussi, chacun peut avoir son blog, s'exprimer. Voilà, on ne doit pas dire qui tu es, toi, pour t'exprimer. Alors, un grand moment du livre, et un grand moment aussi de... Merci, ça me fait du bien. Et un grand moment de votre vie aussi, probablement, c'est que, pour la première fois de sa vie, Mémé va au théâtre. Regardez son petit-fils. Et là, je vais vous laisser lire le texte parce que c'est bouleversant pour elle, pour vous, pour tout le monde. Mémé est dans la salle. Tout le français était au courant. Tu avais jeté une robe, tes cheveux sentaient encore le salon de coiffure et leur lac à canard. Tu avais ressorti ton collier de petites perles et de boucles d'oreilles qui te pinçaient très fort les lobes. Mémé est dans la salle et je suis dans la fosse d'orchestre avec les musiciens, un trac fou dans la panse. Ça y est, Paris est jumelé avec Tricqueville, c'est officiel. Ma Mémé est assise sur un fauteuil en velours rouge et moi je suis en costume de soie à double trame juste pour rire. C'était un dimanche en matinée pour que tu puisses retourner chez toi le soir même. Je crois que tu avais aimé le spectacle. Mes parents t'ont accompagné jusqu'à ma loge. J'étais ému que tu te sois donné cette peine. Je voulais te montrer mon outil de travail. Si tes jambes et ta fatigue ne t'avaient pas tiré par la manche pour retourner au bercail, je t'aurais tout dévoilé. Je voulais que tu vois la cantine, les dessous, les dessus, l'atelier tailleur. Je t'ai présenté Maddy, mon habilleuse.
La Comédie Française, c'était ma ferme, mes champs, mes prés. C'était là que je ne comptais pas ma peine. C'était là que je musais chaque jour. Tu as aimé mon jardin et ma cour. Mon lointain se rapprochait de toi. M'aimer à la Comédie Française, ça veut dire que c'est possible. Mon métier est possible. J'ai le droit d'en être. Et tant pis, ou tant mieux si on me reprend pour ma façon de dire les « et » comme des « haies ». Chez nous, on dit objet, un sujet, range tes jouets. Et si vous n'êtes pas content, allez voir Mémé, elle est dans la salle. Merci. Hein, ça peut pas être faux, hein, ça. C'est tellement vrai, c'est tellement dit comme vous êtes. C'est incroyable. Il y a un moment, oui, où on touche quand même l'art, là, hein, d'arriver à trouver les mots qui sont exactement ce que l'on est, ce qu'on sent. C'est pas si simple. À un moment, vous dites, c'est un travail passionnant à faire, en tout cas. Sûrement. Ouais. Vous dites à un moment, quand je pense à elle, je me comprends mieux. Qu'est-ce que vous vouliez dire par ça? Bah, c'est tout simplement cette quête d'origine, de savoir Ouais. de savoir d'où on vient. C'est quoi l'histoire de la famille? Histoire déjà peut-être de ne pas perpétrer les mêmes choses, que certains traumatismes s'arrêtent ou en tout cas se comprennent. Quand vous apprenez par exemple que la mère de mon grand-père maternel, donc son premier mari dont elle s'est séparée, était alcoolique comme son fils, et ils sont morts tous les deux à 10 ans d'intervalle en ratant le même pont et en tombant la tête la première dans le ruisseau. À 10 ans d'intervalle, au même endroit. Il y a des choses comme ça. Voilà, il y a des atavismes familiaux dont il faut parler. Un des grands drames, je crois, familiaux, c'est le non-dialogue. C'est le fait qu'on garde les choses pour soi, on a honte de certaines choses. On a honte de parler, soit de l'alcoolisme, soit d'un cousin drogué, ou d'un truc, ou de quelqu'un qui aurait fait un peu de prison, ou plein d'autres choses auxquelles on ne soupçonne pas. Et puis on n'en parle pas. Et on préfère garder ça pour ça, en disant non, c'est déjà assez dur comme ça, on ne va pas non plus remuer En tout ça. rajouter. Et on a plein de phrases comme ça de nos parents, de nos grands-parents, de dire les secrets de famille, c'était très, oui, au nom du important. qu'en dira-t-on, voilà. Qu'est-ce qu'on va en dire si les gens savent que nanana. Et alors que c'est l'inverse, alors qu'il faut dire, il faut parler. Là, on a demandé à nos petits-enfants dans les écoles de parler de ce qu'ils ont vu, ou pas d'ailleurs, par rapport aux attentats. Donc on voit bien qu'on est capable de le comprendre dans un sens et il ne faudrait pas le faire dans l'autre sens. Il faut parler, il faut... Alors, un mot aussi, un petit extrait encore, parce que je pense que c'est dans ces lignes-là que c'est lors de l'enterrement de votre grand-mère, de Mémé. Et c'est là où on voit peut-être le mieux son monde, tel que vous le dites ce jour-là. Ben là, par exemple, ça fait partie des... Je savais qu'il fallait écrire la fin de Mémé, et je voulais... Enfin, je freinais des cas de fer, je remettais à plus tard, une procrastination comme ça qui arrivait. Et puis un jour, je me souviens, j'étais en Bretagne, et Elsa, mon épouse, me dit bah, écoute, je vais, si tu veux, tu prends l'ordinateur, tu peux écrire, et je vais m'occuper des enfants. Et puis, je crois les 30 dernières pages, je les ai écrites là, à ce moment-là. Donc parfois, il y a des chapitres qui ont mis des mois et des mois. Et là, c'est venu d'un coup, comme ça. J'avais envie il m'est venu cette façon ce que je dis de la mort bordélique, quoi, de comparer la mort à une sorte de grande foutraque qui ne sait pas ce qu'elle fait et qui fait n'importe quoi et qui voilà. Mais je ne sais pas si c'est l'extrait que vous avez choisi. Je lis là. Oui. Jamais mes mains ne porteront ne serait-ce qu'un dixième du poids de ce que les tiennes ont porté pendant leur vie de mains de mémé. Tes épaules ont bleui sous les joues où s'accrochaient des seaux de marmots affamés d'amour et de pain rationné. Tes reins, ton dos, tes cuisses, une vie de han douloureux, de respiration coupée sous l'effort, de jurons quand ça cogne, de mouchoirs quand ça saigne, de claques quand ça pique et de silence quand ça remonte. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait chialer comme un petit lors de ton enterrement, mémé. Voir tout ce peuple en chagrin venu d'un peu partout, une marée de cousins et de cousines, de lointains et d'ici, tous ces yeux qui pleuraient d'une même larme, et réaliser que pour chacun d'entre nous, ton corps avait payé de ta personne. Voilà. Là, vous savez,
Je ne crois pas en grand-chose, mais je suis sûr qu'elle sait que vous avez écrit ça. Voilà. Non? Oui, je ne sais pas pourquoi ça vient d'un coup. Moi aussi, j'aime bien, de toute façon, puis ça nous rassure de penser ça. Mais moi, ce qui me... Elle ne l'a pas dit, elle ne peut pas le dire, mais elle le sait, je pense, qu'un jour, avec les mots que vous aviez, vous alliez un jour dire ce qu'elle n'a pas pu dire elle. Et ce qu'elle était elle. Je donnerais cher pour en avoir la certitude. Ouais, c'est vrai. Mais elle était déjà fière avant. Moi, je me souviens d'une conversation, on parlait de ce métier qui est difficile, où finalement on travaille tout le temps et on est payé de temps en temps. Voilà. Et c'est ça, un artiste, un comédien, un plasticien, un musicien. Si on était payé pour nos heures de répétition, mais on serait plus riche que les footballeurs. Ce serait terrible. Et donc, j'explique ça à ma mère. Et puis parce qu'elle s'interrogeait sur un gros salaire qui était que j'ai réussi à avoir. Et puis donc ma mère me dit dis donc quand même c'est beaucoup d'argent. Hein. Et ma grand-mère qui écoutait, elle dit oui mais combien d'années pour en arriver là? Et je trouve que voilà, elle a compris. Elle a compris. Et parfois je me dis que finalement le monde paysan est à même de comprendre le monde artistique. Quand vous commencez à labourer, quand vous entretenez un champ, quand vous achetez, quand vous faites véler les vaches, etc. Vous avez des veaux. Ça va. Le temps que ça mette, quand vous allez toucher de l'argent, quand vous allez vendre vos bestiaux après, vous allez revenir avec un petit paquet d'argent, c'est vrai. Mais divisé par les heures de travail. Et les générations de temps en temps. C'est rien. C'est rien. Parce qu'il a fallu 2 générations pour récolter un pour champ de blé, oui, ça fait beaucoup d'argent. Mais c'est des mois de boulot. Et puis, vous le touchez une fois. Et puis après, il va falloir attendre la prochaine récolte pour toucher. Et un comédien, c'est pareil. C'est un écrivain, c'est pareil. Un auteur de pièces de théâtre, c'est pareil. Un peintre, c'est pareil. Etc., etc., etc. Picasso disait ça un jour. Il dessinait quelque chose sur une magnifique colombe splendide. Une dame arrive et lui dit « Ah, maître, quelle rapidité, vous avez dessiné en 1 minute cette colombe. » Il a dit « Chère madame, ça fait 80 ans que je la dessine. » Mais c'est vrai. Un mot, Roland Bertin, qui a été votre guide à la Comédie Française quand vous êtes rentré, a dit Toretton, c'est un rapace. Sa force et sa rugosité m'évoquent le jeune Gabin. Il est l'imposture de toutes ses forces. C'est vrai, hein? Ah, ça me touche qu'il ait dit ça, je m'en souvenais pas. Mais une fois, il m'a comparé à un taureau aussi. Donc, Gabin, c'est mieux. Mais Gabin avait du taureau en lui. Bien sûr. C'est un taureau, c'est bien sûr. Oui, ça me touche beaucoup. Mais c'est marrant parce que j'en fais allusion dans le livre. Gabin, qui souvent des rôles un peu taiseux parfois, même s'il parle beaucoup en fait, mais il donne l'impression d'être taiseux. Et puis il avait souvent des mots genre ouh, ça je veux dire mon petit gars. Et ben c'est Mémé. Il a tout piqué à Mémé. On nous fait signe là, on est au bout de notre rencontre, Toretton. Vous savez, j'ai lu tout ce qui avait été écrit sur votre livre, des blogueurs, des critiques littéraires, etc., etc. Et il y en a une que j'ai trouvée meilleure que toutes les autres. C'est celle de votre professeur de français, quand vous étiez petit. Et il définit ce livre, votre livre, avec cette phrase. C'est un puzzle d'images, de sensations de l'enfance. Et quand on le referme, ce livre, tout le monde est reconstruit. Ça me touche beaucoup. Et ce professeur, ça me touche beaucoup parce qu'il est très malade en ce moment. Donc de l'évoquer là, et c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir le théâtre. Et puis il m'avait dit à l'occasion d'une signature de Mémé que si c'était à refaire, parce qu'il m'a dit je dois te rappeler quand même, si tu t'en souviens pas, que tu étais extrêmement nul en français et que j'avais 0 tout le temps en dictée. Et c'est vrai, c'est malheureusement vrai. Et même encore maintenant, vous pouvez demander à mon épouse,
Elle corrige, oui, ça. Oui. Je suis un grand fan aussi de la correction automatique. Ah oui, c'est ça, oui. Ça m'a aidé à un point. Et même si je m'améliore, mais quand même. Et il me dit, mais comme quoi pour toi, l'orthographe n'a pas été un frein à l'écriture. Et il me dit, je suis sûr que le fait de faire du théâtre, de lire les autres, t'as autorisé à faire ça. Et je me dis, mais je pense qu'il a raison. C'est pour moi, les grands talents, Shakespeare, c'est pas quelqu'un qui vous interdit d'écrire. Shakespeare, pour moi, c'est quelqu'un qui dit, vas-y, fais pareil, fais comme moi. Je pense que c'est les talents un peu précieux, un peu excluants, qui peuvent être géniaux par ailleurs, hein, ça, je ne mets pas de catégorie comme ça. Mais il y a des talents qui excluent et des talents qui incluent. Je ne sais pas comment on dit. Et je crois que ça... Qui permettent d'entrer. Quand j'écoute Jacques Brel, par exemple, Jacques Brel, il m'a aidé à écrire. Et, vraiment, le fait de prendre un nom commun, d'en faire un verbe, je me dis, mais on a le droit de faire ça. Quand vous lisez Aux saisons au château, bon, je reviens de Quelle âme est sans défaut, vous ne comprenez pas tellement bien, mais vous trouvez ça beau et vous dites, plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin et des taches de vin bleu et de commissure me lava dispersant gouvernail et grappin. Eh ben, ça, oui, ça a à voir avec l'enfance, ça a à voir avec l'odorat. Donc ça veut dire que la poésie, ça a à voir avec le sûr, avec les pommes pourries, avec les odeurs de cidre, les vieux fonds de tonneaux qui croupissent dans les chartreries. Et donc vous êtes inclus. Donc ça veut dire que ça parle de vous aussi. Le bateau ivre, ça parle de vous. Voilà. Le dormeur du Val, ça parle de vous. Et donc ces talents-là, si vous avez un jour une envie d'écriture, ils ne vous bloquent pas. Au contraire. Ils ne vous interdisent pas le chemin. Exactement. Voilà. Philippe Torreton, vraiment merci. J'espère que vous avez vu qu'on avait vraiment quelqu'un de vrai, là, ici. Et vraiment. Et en plus, il a fait un vrai livre. Merci beaucoup. Merci.